Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, un podcast sur l'écologie et l'environnement. Et nous sommes aujourd'hui dans la rubrique Kaya. Alors face à moi, j'ai Frédéric de Keulener. J'ai pas mal prononcé ton nom. Extraordinaire. Extraordinaire. Tu es membre de Kaya. Oui. Et tu es membre Du cluster éco-construction. du cluster éco-construction. Qui es-tu? Raconte-nous. De ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé? Est-ce que tu es aligné avec ton rêve d'adolescent? Donc, ce n'est absolument pas un rêve d'adolescent. En fait, je me suis initié à la construction ballots de paille et bois cordé début des années 90. Donc, personne n'en parlait ici. J'en ai fait des stages en France, j'en ai organisé des conférences fin des années 90. Tu étais précurseur en fait. Plutôt. Ouais, clairement. Tout le monde me regardait avec des grands yeux. Et finalement, quand on parle de la construction de ballots de paille aujourd'hui, il n'y a plus personne qui rit. On trouve ça même génial. Ouais, exact. Et puis voilà, mon père était architecte, mon grand-père était architecte, ma grand-mère était droguiste, avec aussi une niaque d'entreprendre quelque chose, de donner un sens à sa vie. Tu mélanges tout ça et tu arrives à un développement d'une société. Tu as toujours été entrepreneur? Toujours été entrepreneur. Si on veut savoir avant cet intérêt sur les éco-matériaux, ou je préfère dire matériaux naturels, j'ai travaillé dans tout ce qui touchait à la sonorisation. Et donc là-dedans, tu travailles à pas d'heure et tu as un esprit d'entreprendre. Tu as fait des études pour ça? Le choix de vie au départ, c'était clairement ingénieur du son. Tout était focusé là-dessus. J'ai passé l'examen d'entrée à l'IAD que j'ai réussi. Seulement, tu as un numerus clausus, on te prend les 40 premiers, j'étais 46e. C'est comme ça, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étais faire mon service militaire, très utile. Et puis à la fin du service, la dernière année, je l'ai fait en Allemagne, j'ai fait un graduat en gestion d'entreprise, marketing, publicité. Ça, c'est pas encore dans l'écologie non plus. Hein. On n'est pas dans l'écologie, par contre, c'est un excellent outil que pour développer et promouvoir justement des matières naturelles, puisque ce sentiment de promouvoir des matériaux qui sont différents, qui ne polluent pas notre environnement, notre santé, gérer une entreprise où tu vends ça ou autre chose, la gestion de l'entreprise reste la même. Exact, oui. Et qu'est-ce qui t'a donné à un moment donné cette volonté d'être dans de l'écologie, de l'éco-responsabilité? Début des années 90, je sais pas, moi j'ai toujours aimé la nature, me balader en montagne. Il n'y a pas un constat où tu te dis où ça va mal, j'ai envie de réagir? Non, il n'y a pas d'opportunisme. C'est une volonté ancrée qui est profonde de dire je veux faire les choses dans mes convictions. Quel est le secteur dans lequel ton entreprise actuelle se développe? Le secteur, c'est le secteur du monde de la peinture. Oui. Peinture pour le bâtiment. Parce qu'on n'est plus dans la paille maintenant. Non, on est vraiment dans la peinture, dans tout ce qui touche au traitement du bois. Donc ça va des huiles pour les planchers, à des huiles pour protéger les bardages intérieurs ou extérieurs, le mobilier et tout ce qui touche aussi à traiter les bois qui sont attaqués par les insectes et les champignons linivores. Et sans utiliser de biocides. On va même jusqu'à protéger les bois pour les protéger contre le feu, sans utiliser de PFAS. Waouh. Donc tout ça sur base de matière silicate. Ça veut dire qu'il y a des solutions qui existent, mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas mis en pratique plus tôt? Mais ça existe depuis les années 1600. Mais oui, c'est ça. Les huiles de lin, ça existe depuis la nuit des temps. La chaude, ça existe depuis le temps des Romains. Les silicates sont les années 1600. Mais bon, voilà, après, ce qui s'est passé, c'est que fin des années 1800, il y a eu des développements de résine acrylique, des substituts de matières naturelles par le pétrole, avec des meilleurs rendements, des meilleurs contrôles de production, surtout de la rentabilité. Et voilà, ce sont des sociétés qui ont eu énormément de moyens pour se développer et ont complètement inondé les marchés avec une arrivée de tout un ensemble de substances chimiques qui ont fortement permis à ce milieu de se développer. Et en laissant sur le côté les matières naturelles. Ouais, c'est ça quoi. Et pour toi, c'était quoi le déclic? Au moment où tu te dis, c'est cette entreprise-là que je vais faire maintenant. C'était quoi le déclic qui provoque cette idée? Le déclic d'entreprendre quelque chose et d'entreprendre quelque chose qui a du sens et d'entreprendre quelque chose qui a du sens pour les propres clients, nos propres clients. Mais pourquoi la peinture? La peinture. Ma grand-mère était droguiste. Ah oui, tu l'as dit tantôt. J'étais gamin, je voyais les pots des marques de peinture non naturelles. Et gamin, je cours un peu dans ces drogueries. Je sais pas, il y a un truc qui était excitant. Voilà, c'est un peu dans les gènes aussi. Tu suis ton instinct et ton feeling. Ouais, pas mal. Ouais. Et justement, en parlant de suivre son instinct, qu'est-ce qui t'a conduit à devenir membre du cluster et de Kaya? Je suis membre du cluster éco-construction depuis son début. Donc ça fait 22 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Primo-adopteur. Voilà, donc moi je trouve ça toujours très très chouette de faire partie comme ça d'un cluster pour pouvoir s'échanger entre nous. Il faut dire que moi j'étais même encore précurseur avant le cluster éco-construction, encore bien avant Kaya, où je participais à des cellules sur des discussions sur l'éco-rénovation, les écomatériaux au sein d'un parti politique. À l'époque, c'était écolo, à Namur, et on se voyait tous les mois, mais bon, on était fin des années 90 pour faire bouger les choses. Et aujourd'hui, voilà, c'est le cluster qui fait un excellent travail.
Mais ce que je trouve chouette avec Kaya, c'est ce côté plus politique. Oui. Je dirais même, disons-le, le lobbying. Le lobbying, ça marche très très bien. Rond-point Schuman, ça regorge. Donc je trouve ça excellent que Kaya fasse un lobbying politique en complément du cluster éco-construction pour faire avancer tous les schmilblick. Ça veut dire quoi pour toi d'entreprendre autrement ou d'être un écopreneur? Ça implique quoi? Je n'entreprends pas autrement, j'entreprends normalement. C'est ça. Ça mènerait à la question de qu'est-ce qu'on devrait faire alors pour que ton activité soit considérée comme quelque chose de normal et pas comme à souligner exceptionnellement bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit la norme? Comme pour tout produit qui se développe sur le marché, ça demande des forces commerciales intenses, ça demande beaucoup de persuasion, surtout de persuasion technique. Alors c'est pas parce que ton produit est éco que ça va marcher, l'objectif c'est que le produit s'adresse à tout le monde, à toutes les familles. Il ne faut pas avoir spécialement une étiquette politique ou autre, on s'adresse à tout le monde et à rien à faire, on reste dans une entreprise qui s'adresse à d'autres entreprises où on doit présenter un produit, on va te demander mais quelle est la qualité du produit, depuis combien de temps tu existes. Il y a une frilosité quand tu as proposé ces produits, on se demande oui mais est-ce que ça va marcher? Il y a du doute qui s'installe chez les gens. Oui. Au début c'est très très compliqué. Et puis une fois que les points de vente ont adopté les produits, c'est un peu comme les poudres à lessiver, je dis ok, je vais vous les reprendre. Ils disent non, on a une clientèle pour ça maintenant. Alors ta clientèle justement, elle est résidentielle ou elle est aussi business, B2B? Moi en étant à la production, distribution, recherche, je suis en B2B. Donc moi je vais plutôt m'adresser à des négociants en bois, des négociants de matériaux de construction, les Qui drogueries. revendent les produits. Voilà, qui revendent alors vers les professionnels, vers les particuliers, vers les administrations. Donc tu n'as pas le feedback directement du end user, comme on dit. Non. Tu vois, il y a une tendance et un intérêt qui est croissant. Ça reste une croissance organique. C'est lent et durable. Oui. C'est pas bien non plus d'avoir des croissances qui sont trop rapides. C'est bien d'avoir des croissances organiques. C'est vrai que je ne cache pas d'avoir plus de moyens devant moi pour faire plus de recherche, plus de développement. Ce serait quelque chose de très très chouette. Mais voilà, parfois il faut se résigner à se dire non, c'est pas possible, c'est comme ça. Il y a quand même vraiment des très très chouettes collaborations qui se développent avec les points de vente. Et on est, avant d'être écologique, on est d'abord technique. Donc on apporte énormément de solutions techniques pour le bâtiment. J'ai entendu parler avec les gens qui venaient sur le stand ici. Je dois dire que j'étais un peu impressionné par la recherche de perfection dans les réponses que tu apportes aux gens. J'ai saisi au vol quelques conversations. J'ai dit waouh, le monsieur est vraiment passionné. C'est la première image que tu m'as donnée. Alors j'ai envie de te demander, dans la gouvernance de ton entreprise, vous êtes combien dans ta boîte? On est 3. Moi je travaille pour le double d'un temps plein. Maintenant, un fabricant de peinture, c'est un assembleur. Comme un fabricant de voiture, il ne fabrique plus toutes les pièces lui-même. Donc moi, je travaille avec énormément de sociétés qui vont travailler, qui vont collaborer pour le projet Galtan, avec des boîtes qui ont du matériel pour faire l'un et ou l'autre produit. Maintenant, le cœur de Galtan reste à Nivelles. Et puis, je travaille aussi avec des indépendants qui ont des spécificités. Le coût du travail est un véritable obstacle à l'engagement. Je pourrais donner du boulot à 10 personnes. Le coût du travail ne le permet pas. Voilà, je travaille avec pas mal d'indépendants, que ce soit pour faire des traductions, pour faire du graphisme, avec des laboratoires de peinture, des laboratoires d'analyse technique. Quand c'est nécessaire, dire on est 3, c'est complètement faux. Il y a vraiment Vous êtes beaucoup plus en fait dans le microcosme dans lequel tu évolues. On ne peut pas dire aujourd'hui, ah oui, il y a autant d'employés. Non, il y a un ensemble de personnes qui œuvrent pour ce projet. Un nuancier, par exemple, oui, il est conçu chez nous. Maintenant, voilà, c'est sous-traité par des boîtes qui ne font que ça. Parce que c'est très chronophage de fabriquer des nuanciers. Et voilà, pendant qu'eux font ça, moi, je peux me consacrer aux questions techniques des clients, de rédiger les fiches techniques, les fiches de sécurité, répondre aux normes de l'Union européenne. C'est l'homme orchestre. Et voilà. Ouais, pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fier en termes de gouvernance dans ta boîte? Tu regardes dans le rétroviseur et parfois tu dis non, regarde devant toi. Ce qui me rend fier, c'est que moi, je me sens bien dans mon projet. Je suis heureux dans ce projet. J'aime travailler beaucoup, je travaille lentement et je travaille beaucoup et rendre service, c'est quelque chose qui me rend fier. Surtout de rendre service à des gens qui sont dans des situations où il y a des problèmes de moisissure dans les bâtiments, des problèmes de bois attaqués et qui veulent vraiment trouver des solutions qui protégera leur santé. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire et voilà, ça, c'est des signes de reconnaissance que moi, je reçois de la part des clients et ça, c'est chouette. Donc, c'est quand même gratifiant d'être écopreneur. Oui, c'est tout à fait gratifiant. Maintenant, ça reste techniquement complexe. Passion, partage, expertise. C'est les 3 mots-clés qui te résumeraient. J'ai juste? Oui, tu as tout à fait juste. On le dit souvent, la passion. Ouais. Si tu n'es pas passionné dans un projet, tu n'entreprends pas. On est assez alignés sur ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau politique pour que ton entreprise et son modèle ne soient pas une exception? Je pense qu'en fait, on est simplement une entreprise normale. Pour moi, ce sont ceux qui fabriquent des substances qui dégradent l'environnement et nos santé. Qui devraient se remettre en question. Voilà, ça c'est anormal. Quand on parle aujourd'hui des PFAS et PFAS qui polluent l'eau,
des puissants accélérateurs de séchage de peinture qui rend les gens allergiques à vie, les glycoléthaires qui sont des co-solvants dans les peintures à l'eau et qui polluent l'intérieur de l'habitation, ça c'est anormal. Donc d'un point de vue politique, que faire? Parce que voilà, en même temps, ce que la politique a à dire, Monsieur Galtan, on te met en avant par rapport à une autre société. Non, je dois faire mon boulot. Une des grandes difficultés, c'est d'être aux normes. Ça, c'est le premier challenge. 60% des lois sont décidées par l'Europe, c'est là qu'il faut aller toquer, de dire, bon les gars, il y a des multinationales, des très grandes sociétés, ok, c'est très bien. Et puis il y a un paquet de petites sociétés, et c'est ce que moi j'appelle la biodiversité économique. Et là, moi je pense, je ne sais pas par quel moyen, que les politiques devraient favoriser la biodiversité économique aussi par un ensemble de petits indépendants et d'alléger leurs charges sur le travail et de leur permettre d'accéder à des études sur des cycles de vie qui, pour un seul produit, coûtent peut-être au bas mot 10 000, 15 000 euros. Mais pour nous, petites sociétés, c'est impayable. Par contre, les tout grosses savent payer. Donc, il faut diminuer ce prix. Alors, est-ce que les grandes entreprises doivent contribuer pour les petits? Est-ce que les sociétés qui font faire ce genre d'études, on doit leur dire, les politiques devraient leur dire, les gars, vous exagérez dans les prix que vous demandez, revenez sur Terre, parce que ça aussi, c'est un gros problème. Il y a un paquet de personnes politiques à l'Union européenne, ils sont hors sol. Nous, on a les pieds sur Terre. On fait vivre des petites structures locales. Et c'est nous, entre autres nous, pas que nous, mais entre autres nous, il faut aussi Le reconnaître. nous aider, nous reconnaître. Mais en même temps, voilà, nous, on bosse aussi. On ne veut pas être des assistés d'un système politique non plus. Non, je pense que le tissu du microcosme entrepreneur, c'est justement lui qui fait vivre le pays concrètement. Ouais. Et c'est ce qui devrait peut-être se rappeler plus souvent nos politiciens. Oui. Avec Kaya, nous, on plaide aussi pour des produits taxés moins s'ils sont éco-responsables. Ça fait partie du plaidoyer de Kaya. Donc, je pense que là, tu peux t'y retrouver dans nos plaidoyers. Comment est-ce que tu te sens en tant qu'écopreneur faisant partie de Kaya? Plutôt actif, de dire Mhm. de les soutenir dans toutes les démarches qu'ils font. Maintenant, on se pose la question, tiens, qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est aussi intéressant de voir, est-ce qu'on nous écoute? Quand je dis nous, Kaya, est-ce qu'on nous écoute? Mais il y a vraiment... Tu participes aussi au groupe de parole, je etc. participe au groupe de parole. Et Kaya, oui, c'est écopreneur, donc c'est entrepreneur. Donc on parle de business, on parle de vendre. Mais c'est pas un tabou, hein. C'est pas un tabou du Tant tout. que c'est fait dans le respect des limites planétaires. Voilà, exactement. Si Kaya peut aider, voilà, de temps en temps, oui, je participe à l'une ou l'autre réunion. Ouais. Si tu avais une baguette magique, t'en ferais quoi? Super pouvoir, aucune limite. De voir s'ouvrir, se développer un paquet de magasins de détail spécialisés dans les produits de droguerie, de peinture, d'isolant, et avec des personnes qui sont fortement investies, qui sont fortement compétentes. Ce que je voudrais aussi voir, c'est l'enseignement qui puisse se développer, parce que Ah, joli. Bonne remarque. l'enseignement, c'est la base d'une société. Et si j'avais un coup de baguette magique, je voudrais garder plein d'enseignants qui font certainement un travail extraordinaire et à tout cela leur donner plein de baguettes magiques et de les protéger pour développer notre société. Parce que sans ça, notre société ne se développera pas et on a besoin d'eux. Et il faut développer des cours pour apprendre à nous tous déjà le basique, c'est très bien d'apprendre Molière, mais de savoir coudre, de savoir réparer un appareil, de savoir peindre, de savoir ce que c'est qu'un produit à base d'eau, savoir ce que c'est qu'une peinture, savoir ce que c'est que les plantes, les arbres, savoir faire son propre potager. En fait, tu résumes la vie, quoi. Oui. Pas le digital, tu résumes la Oui. vie. Même si tout le monde n'a pas la chance d'avoir un appartement, mais quelque part, quelqu'un qui a un appartement, en bas de ce building, devrait y avoir des jardins potagers partagés pour celui qui a envie ou qui n'a pas envie, une petite zone pelouse. Et il va planter des fleurs riches pour les abeilles. Et sans compter le bienfait psychologique que ça fait, il ne faut pas le sous-estimer. Voilà, et bien ça touche aussi justement à toute la biophilie, c'est-à-dire intégrer les matières naturelles dans l'habitat pour que les gens soient mentalement heureux et donner ce pouvoir aux enseignants et voir un enseignement qui change. Et c'est vrai que les changements, ça c'est aussi quelque chose qui revient souvent, les changements sont difficiles. Les changements sont lents et sont difficiles. Et ça, je le vois dans ma clientèle. Et donc, notre société, elle doit changer. C'est vrai qu'on est face à des résistances, énormément de résistances. On n'a plus le choix. On doit évoluer, on doit changer doucement. Doucement. Quand on entend parler aujourd'hui, rien à voir avec le monde des peintures, mais des véhicules électriques ou des zones où on ne peut plus rouler avec tel et tel type de véhicule, tout se fait comme ça ici en quelques années. Mais ça fait 40 ans qu'il fallait le faire. Et il fallait faire ça doucement pour que tout le monde puisse s'habituer et puis qu'aujourd'hui, on soit tous prêts et qu'en fait tout ça soit une normalité, sans résistance. Mais le changement, moi je dis toujours, il y a plusieurs conditions pour qu'il s'installe. C'est 1, prendre conscience. 2, vouloir changer. 3, y mettre le temps et rendre le changement pérenne. Et ça, c'est la partie qu'on oublie trop souvent.
On va un peu parler du salon, même si on sort un petit peu du sujet de départ. On a passé 2 jours ensemble où je te voyais partager ta passion, tes yeux qui brillent de passion partagée, d'expérience et de conseils que tu donnes. On sent vraiment ta volonté d'être utile. Mais j'ai envie de te demander justement dans ce contexte-là, comment perçois-tu le public? Comment perçois-tu son intérêt pour l'écologie? Est-ce qu'ils viennent plutôt curieux sans trop savoir? Est-ce qu'ils ont déjà des idées? Tu peux un peu témoigner de comment tu as vécu tes expériences? Ce que j'observe dans l'approche des visiteurs, les personnes souhaitent mettre en œuvre des matériaux qui sont sains. Et elles recherchent des solutions et elles recherchent aussi des lieux où ils peuvent trouver les produits. Ça, c'est vraiment fréquent. C'est où puis-je trouver les produits? C'est aussi voir les panneaux d'échantillons et se dire « Ah, c'est ça de la peinture à la chaux, ah, c'est ça du Maintenant, j'ai bois une image visuelle. thermotraité. » Ouais. Et je visualise ce que c'est. Ouais. Et les gens ont besoin de visualiser. Je voudrais isoler, mais c'est quoi ça? Et ça, c'est quoi ça? Le fait de visualiser, de mettre des mots sur les isolants, de mettre des mots sur une peinture, sur un enduit de chaux, sur une peinture au silicate, ça c'est quelque chose qui est important pour ceux qui s'arrêtent ici sur le stand et de leur expliquer les bienfaits de ces produits. Et c'est toujours après, et je trouve ça où? D'où l'importance de créer un réseau de vente. Ouais, pas mal. Parce que c'est un peu le fait la poule. Leur vendeur va dire il n'y a pas de demande. Nous, on le voit qu'il y a de la demande. Et donc, on doit pouvoir l'envoyer vers le point de vente. Et alors là aussi, on boucle la boucle. Il y a souvent un préjugé qui circule que l'écologie, oui, c'est bien, mais c'est cher. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est complètement faux. Dans le monde des peintures, oui, le budget peinture, c'est un budget. Ce n'est pas plus cher, parfois c'est même moins cher pour des couvrants supérieurs, voire au minimum équivalents, par rapport aux produits de synthèse. Parfois, on a besoin des produits de synthèse. Mais aujourd'hui, Galtan se profile, se voulant être accessible au niveau budget. Et aussi, tu as cité le mot pérennité, mais ce sont des solutions pérennes. Quand un bois qui est traité par minéralisation, il est traité pour 50 ans. Ah ouais. Voilà, et c'est même Je moins cher défie que le d'autres. synthétique de faire ça. Quand ta maison est super bien isolée, elle est isolée, mais tu es parti pour des dizaines d'années. Tu construis avec des blocs de terre cuite, tu es parti pour des dizaines d'années. Voilà, si on doit parler en chimie de molécules, il y a certains matériaux, voilà, c'est du bois. Mais du bois, on connaît des maisons construites en bois dans les pays nordiques qui ont 200 ans d'âge. Ouais, Elles clairement. sont toujours là. Et dans les pays nordiques, qu'est-ce qu'on voit en Norvège, en Suède? On voit aussi des bâtiments en bois de 20 étages. En bois, il n'y a pas une poutrelle métallique là-dedans. Donc, ça fonctionne. C'est donc pérenne. Et c'est peut-être bien aussi antisismique. Ça protège les gens aussi. Et puis, je l'ai dit là tout de suite, il y a aussi cette biophilie d'amener ces matériaux dans l'habitation et qui augmente le bien-être Ouais, des c'est gens. ça, c'est le bien-être au final. Hein, Et on oui. y pense même, c'est de faire des hôpitaux en bois. Alors on va dire, oui, attention, les bactéries, patati patata. Il y a des études qui ont montré, notamment en Nouvelle-Zélande, que des personnes qui sont dans une chambre où les matériaux sont en bois, où il y a des matériaux naturels, où ils ont une vue sur l'extérieur, le taux de rétablissement est beaucoup plus rapide que celui qui n'a pas de vue sur la nature. Mais évidemment, Et donc toutes les matières sont mortes, sont de synthèse. Donc ça apporte quand même beaucoup à l'humain. Le mental et les énergies Oui. présentes. Et donc, si mentalement les gens se portent mieux, il y a besoin de moins de médicaments, on a besoin de moins aller dans les centres de psychothérapie. Je et répète autres. ça souvent dans Midoricast, l'écologie, c'est aussi la santé. Parce que si on est en bonne santé, on ne se soigne pas. Et si on ne se soigne pas avec des médicaments, on ne fait pas fonctionner les entreprises qui, dans les laboratoires, polluent, mais rien qu'en nettoyant leur matériel. On ne fait pas fonctionner une industrie très polluante, en fait. Super, on va donner l'adresse de ton site internet, qu'on puisse aller chercher plus d'informations. Alors, c'est www.galtane, Galtane.com. Et j'invite les auditeurs et auditrices à te laisser un message vocal parce qu'on a un répondeur sur le podcast. Super. Et on pourrait très bien à notre ami ingé son ici lui laisser un petit message vocal, ce sera un beau cadeau en lui disant voilà, j'aime ce que vous faites, poser une question, soumettre une idée et nous on transférera volontiers ce message vocal. Ok. On se revoit bientôt j'espère. Merci. À bientôt. À bientôt. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Paroles d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale.